Comme plusieurs hommes de sa famille, Averroès a exercé les fonctions de cadi, c'est-à-dire de juge. Il est nommé cadi à Séville en 1169, puis grand cadi, juge suprême, à Cordoue en 1180. Et par ailleurs, sa proximité avec le pouvoir politique le conduira à devenir, à partir de 1182, le médecin du calife Abou Yacoub Youssouf, puis du fils de celui-ci, devenu à son tour calife en 1184, Abou al-Mansour. Averroès a aussi écrit sur le droit et sur la médecine. Il a rédigé un livre appelé le Colligette, parfois on dit le Colliget, sur les grands principes de la médecine, ainsi qu'une vingtaine de traités médicaux. Quant au droit et à l'art de juger, ils sont au cœur de ces grands textes affirmant la valeur de la raison, une raison tout à fait conciliable, selon Averroès, avec la révélation religieuse, au contraire de ce qu'affirmait le théologien Al-Khazali quelques décennies auparavant. Averroès, dans son fameux Discours décisif de 1179, compare d'ailleurs explicitement la philosophie et le raisonnement juridique pour dire leur importance. Juristes et philosophes, dit Averroès, doivent raisonner sur des cas particuliers à partir de principes généraux. Et c'est aussi le cas du médecin. Et c'est difficile. Voilà pourquoi dans toutes ces disciplines, l'erreur est toujours possible, dit Averroès, et, ajoute-t-il, elle est pardonnable, sauf bien sûr si elle révèle des principes généraux d'emblée défaillants ou corrompus. Nous allons voir néanmoins dans cette émission que la médecine et le droit ne sont pas traités tout à fait de la même manière par Averroès. Et là, c'est aussi le philosophe qui parle. Bonjour Pauline Kötschel. Je prononce correctement ? C'est Kötschel, mais franchement, c'est très flexible. Kötschel, excusez-moi. Il y a un T à la fin, je suis navrée. Vous êtes chercheuse chercheuse au CNRS, rattachée à Sorbonne Université. Vous connaissez très bien les écrits du médecin Claude Gallien, né au IIe siècle à Pergame en Asie mineure et mort à Rome au tout début du IIIe siècle. Et vous connaissez très bien la réception de Gallien dans le monde de langue arabe, notamment par Averroès. Bonjour Joël Chandelier. Bonjour. Vous êtes, vous aussi, un spécialiste de la médecine arabe et de la question de la médecine dans l'œuvre d'Averroès. Vous êtes professeur assistant en histoire médiévale à l'Université de Lausanne et c'est pourquoi vous êtes ce matin en duplex avec nous depuis Lausanne. Merci aux équipes de la RTS. Et bonjour Ziad Bouakel. Bonjour. Vous êtes directeur d'études à l'École pratique des hautes études à Paris, titulaire de la chaire philosophie en islam. Vous étiez déjà avec nous hier dans ce studio, dans l'épisode sur Averroès qui était consacré au rapport entre révélation et raison. Aujourd'hui, nous reprenons un peu ces enjeux en considérant ces analyses du raisonnement juridique, question que vous connaissez très bien. Et notamment, vous nous parlerez des analogies qu'Averroès établit avec le raisonnement philosophique. Commençons par écouter un passage du discours décisif d'Averroès où celui-ci parle du juriste, mais aussi du médecin, de leurs erreurs possibles, des conditions dans lesquelles ces erreurs sont pardonnables. Ceux qui s'opposent sur les questions extrêmement ardues, soit sont dans le vrai, et dans ce cas ils seront récompensés, soit se trompent, et alors ils seront pardonnés. Car le fait d'assentir à quelque chose par l'effet d'une preuve établie dans son esprit est un acte contraint et non libre. C'est-à-dire qu'il n'est pas en notre pouvoir d'assentir ou non, de la même façon qu'il est en notre pouvoir de nous mettre ou non debout. Aussi, comme une condition de la responsabilité légale est le libre arbitre, celui qui donne son assentiment à une proposition erronée parce que quelque incertitude l'a affecté, s'il est homme de la science, est pardonnable. C'est pourquoi le prophète, sur lui soit la paix, a dit « Qu'un juge produise un effort de jugement personnel et tombe juste, il sera doublement récompensé. Qu'il se trompe, il aura une récompense simple. » Il existe deux sortes d'erreurs du point de vue de la loi. L'erreur pardonnable, lorsqu'elle est le fait d'hommes aptes à pratiquer l'examen rationnel dans le domaine où l'erreur a été produite, comme on pardonne aux médecins expérimentés de s'être trompés dans l'art de la médecine, ou aux juges expérimentés de s'être trompés dans un jugement, et impardonnable si elle provient de quelqu'un qui n'est pas de la partie. Et l'erreur impardonnable de qui qu'elle vienne, et qui, si elle touche les principes dogmatiques fondamentaux de la loi révélée, est infidélité, ou si elle touche quelque chose en deçà de ces principes fondamentaux, est une innovation blâmable,
Cette sorte d'erreur est celle commise à propos de choses à la connaissance desquelles l'ensemble des méthodes d'argumentation aboutissent également, et qu'il est de la sorte possible à tout le monde de connaître. Ziad Bouakel, je voudrais, pour parler de la question du droit et de la médecine, faire remarquer avec vous et vous interroger pour que vous nous expliquiez bien de quoi il s'agit, que ce discours décisif, en fait, c'est une fatwa. C'est-à-dire que c'est un avis juridique. Qu'est-ce que c'est exactement une fatwa et s'agit-il d'un avis juridique avec une obligation d'acceptation ? Oui, exactement. C'est une fatwa et c'est ce qui fait l'originalité de ce genre, de ce texte qui fait partie du canon philosophique, qui est l'un des plus célèbres de la philosophie arabe médiévale et qui a pris le genre très particulier de la fatwa, c'est-à-dire d'un avis juridique émis par un jurisconsulte, non pas un juge en tant que juge, mais un jurisconsulte à qui on demande conseil concernant des points d'ordre pratique et non dogmatique et des cas particuliers concernant la loi révélée. Donc des fatwas, il y en a dans tout le monde musulman, concernant des questions de culte, concernant toutes sortes de questions que les fidèles peuvent adresser à ces autorités qui connaissent mieux que la masse la loi révélée. Et donc, dans ce texte, dans cette fatwa, Averroès, en tant que moufti, examine... Moufti, c'est jurisconsulte. En tant que jurisconsulte. Non, il est déjà... On peut être les deux. Ce sont deux institutions indépendantes. Entendu. Le juge, c'est pour les litiges, comme le juge chez nous, et le moufti, c'est juste pour les conseils. Et la fatwa qu'il émet n'a pas une valeur contraignante. Ce n'est pas comme un jugement qui est émis par le tribunal et auquel on doit s'exécuter. C'est une recommandation faite aux croyants. Et donc, dans cette fatwa, Averroès va se poser la question de la pratique philosophique. Quel est son statut au regard de la loi musulmane ? Il faut placer donc cette œuvre dans son contexte, qui est, comme vous l'avez rappelé au début de l'émission, le texte très célèbre d'Al-Ghazali, le grand théologien ennemi d'Averroès, l'ennemi d'Épinal d'Averroès, qui a écrit un traité contre les philosophes, notamment contre Avicenne, à la fin duquel il dit que leur logique, on l'accepte, leurs enseignements mathématiques, on les accepte, mais les philosophes, concernant 3 points fondamentaux, s'écartent du dogme de la religion musulmane, à savoir l'éternité du monde, parce que, nous dit Ghazali, le monde est créé, l'ignorance par Dieu des particuliers, parce que, nous dit Ghazali, Dieu connaît tous les particuliers et tous les hommes un par un, et non seulement les genres, comme le pense Avicenne. Et enfin, la non-résurrection des corps, parce que, nous dit Ghazali, on a parlé de cette question hier, nous allons tous ressusciter avec nos corps, comme il est dit dans le Coran, et la résurrection n'est pas seulement une image qui reflète une réalité béatifique qui n'est pas matérielle. Et concernant ces 3 points, nous dit-il, ils sortent de la communauté des musulmans. Donc, il les accuse de takfir, on va dire. À cela, Averroès va répondre dans plusieurs traités. Dans certains de ces traités, il va montrer comment est-ce que tout ce que dit Al-Ghazali est faux d'un point de vue rationnel. Dans d'autres, il va montrer comment est-ce que tout ce que dit Al-Ghazali est faux d'un point de vue révélé, parce que la révélation s'accorde parfaitement avec le système aristotélicien. Et dans ce texte, il va aborder la même question d'un point de vue beaucoup plus original, puisqu'il va montrer comment est-ce que la loi révélée non seulement n'interdit pas la pratique de la philosophie, non seulement permet la pratique de la philosophie, mais rend obligatoire la pratique de la philosophie pour l'élite et pour les gens qui sont aptes à le faire. C'est donc une fatwa, ce qui suggère qu'il y a eu un cas un problème soumis au moufti qui donne un avis juridique, en l'occurrence Averroès. Et ce qui suggère aussi que peut-être des fatwas antérieures, je ne sais pas si Al-Ghazali émettait des fatwas, mais enfin, en tout cas, il y a des gens qui ont dit d'autres choses et on peut, à ce moment-là de l'islam, vous me direz si c'est toujours le cas, enfin si c'est exceptionnel ou si c'est banal, on peut avoir une fatwa qui réfute une fatwa antérieure ou un avis antérieur. J'aimerais comprendre vraiment le statut de ce texte, je dirais, dans l'islam, dans le droit islamique, à cette époque-là, est-ce que c'est la réfutation d'un avis juridique antérieur ? Oui, des fatwas, il y en a partout, beaucoup, tout le temps et sur beaucoup de sujets. Elles peuvent être tout à fait contradictoires
et finalement, les choses avancent par une sorte de consensus social qui s'impose à la société. Lorsqu'on a découvert le café et qu'il a commencé à se répandre dans les grandes villes du monde musulman, il y a eu les gens se sont demandé si cela était permis, parce que c'était une boisson dont il n'est pas question dans la loi, parce que c'était tardif. Il y a eu des fatwas qui disaient oui, c'est tout à fait permis, d'autres qui disaient non, ce n'est pas permis, etc. Et donc, finalement, au bout de quelques générations, il y a eu un consensus général qui a fait que le café était permis et ne posait aucun problème. J'ai illustré ça par cette idée très matérielle pour vous dire que il n'y a pas d'institution qui va graver dans le marbre chaque fatwa qui va être émise et qui va... Vous voyez, il y en a toujours beaucoup. Dans l'islam ou à ce moment-là? Toujours dans l'islam. Ce sont des avis juridiques. Chacun consulte le moufti qu'il veut, le moufti du village, le moufti de la ville, le moufti du machin, pour lui demander comment il faut faire pour agir conformément à la loi révélée. À la fin de son incohérence des philosophes, Al-Ghazali n'a pas strictement émis une fatwa, mais il a quand même dit que les philosophes s'écartent sur ces 3 points fondamentaux et ne font pas partie de la communauté des musulmans. Donc c'est une accusation grave. Oui. Après, Al-Ghazali, il a le même statut social qu'Averroès, c'est-à-dire que certains ont écouté ce qu'il a dit, d'autres ne l'ont pas pris au sérieux. Il a eu une réception très controversée tout le long du pourtour méditerranéen. C'est aussi une figure très complexe et très problématique. C'est intéressant parce qu'on voit que ne serait-ce que dans ce texte, il y a une proximité entre un point de vue juridique et un point de vue philosophique, parce qu'en vérité, il répond aussi philosophiquement à Razali en posant le problème du statut de la philo par rapport à la révélation. Donc, la manière de raisonner est proche et même confondue d'une certaine manière. C'est et de la philo et du droit, En tout cas, pour l'époque, c'est clair. Alors, dans ce texte, il parle du juge et il parle du médecin. Et il pose le problème de l'erreur. Il y a ici quand même une certaine analogie entre le médecin, le juge et le philosophe, même si on sent déjà que chez le médecin, il pardonnera peut-être un peu moins les erreurs. Donc je voudrais, Pauline Koetché, que vous introduisiez le problème du médecin et de l'erreur d'ores et déjà, et nous allons revenir évidemment à partir de cette question aussi au juge. Oui, alors ce que le juge et le médecin ont en commun, c'est que ce sont 2 hommes de l'art, 2 hommes savants. C'est-à-dire que l'erreur serait impardonnable si le juge se prononçait sur un cas médical et elle serait impardonnable si le médecin se prononçait sur une fatwa. Donc si le médecin se prononce sur un cas médical et que le juge se prononce sur une fatwa, elle est pardonnable. Et donc ils ont ce point commun d'être 2 hommes savants, 2 hommes qui possèdent la compétence dans un domaine de compétences précis. Peut-être que la différence, s'il y en a une, mais bon, il faudrait voir avec Ziad, c'est que en fait l'erreur est vraiment incontournable, inévitable en médecine. Bien sûr, elle n'arrive pas toujours, mais la médecine, pour Averroès, possède une part irréductible de contingence, car le médecin soigne toujours des individus. Il soigne des individus, mais il est censé partir de principes généraux. Donc il y a un écart, et c'est dans cet écart que vient parfois, pas toujours, mais que vient parfois se loger l'erreur, qui est donc, on va dire, pardonnable au même titre que dans le droit, si le médecin procède correctement. C'est-à-dire si le médecin part des principes généraux et cherche à les appliquer le mieux qu'il peut à l'individu qu'il a en face de lui. Oui, alors le problème là, peut-être que je vais un peu vite, mais on va revenir à ces exemples. Ce qu'on entend quand même déjà dans ce texte et dans ce que vous avez dit, c'est que c'est tellement particulier les cas en médecine, et peut-être les principes généraux sont-ils également un peu incertains. Toute cette situation, en tout cas, fait qu'il y a une tendance, on le sent dans le texte, chez les médecins à changer les principes généraux en fonction des cas. Et d'ailleurs, d'un point de vue moderne, heureusement, si je puis me permettre, que la clinique change la théorie. Mais on sent que ça dérange un peu Averroès et que du coup, si les médecins changent trop les principes généraux, les erreurs qu'ils pourraient commettre seraient bien plus graves et moins pardonnables que si simplement ils avaient des bons principes généraux qu'ils appliquaient mal. C'est là qu'il y a une suspicion, me semble-t-il. Qu'est-ce que vous en pensez, Joël Chandelier, vous qui êtes également spécialiste de la question de la médecine dans le monde arabe, intellectuel arabe, et notamment chez Averroès?
Oui, effectivement, vous l'avez bien résumé. D'un côté, pour Averroès, il y a des principes généraux de biologie, on dirait aujourd'hui, de sciences naturelles, qui expliquent le fonctionnement des corps, etc. Et de l'autre, il y a la pratique médicale qui part de l'expérience concrète, de la clinique. Et pour lui, ce sont deux sciences différentes. Et qui du coup n'ont pas les mêmes principes. L'une procède par raisonnement, disons, certain, scientifique. On arrive à des résultats certains. De l'autre côté, ce qui relève de la clinique, encore aujourd'hui, il y a une part d'expérience pratique, d'empirisme, qui laisse une place à l'erreur, quoi qu'on fasse, parce qu'il y a des incertitudes. Il compare du coup cette partie-là, non pas à la physique, aux mathématiques, mais il dit à l'art de la navigation, à l'art de conduire des armées, c'est-à-dire même le meilleur général, même le meilleur pilote de navire peut échouer, bien qu'il ait fait tout ce qu'il fallait, parce qu'il y a une part d'incertitude qu'il ne peut pas maîtriser. Et effectivement, pour Averroès, la grave erreur, gravissime erreur des médecins est de tenter de réfléchir sur les principes généraux, qui relèvent donc d'une démonstration rationnelle scientifique, à travers un mode de raisonnement, disons, inductif, qui vient des cas particuliers. Et il dit, et ça, c'est pas possible du tout, parce que c'est deux sciences séparées. On ne peut pas intervenir dans une science différente avec des principes et des méthodes qui n'y sont pas adaptés. Et donc là, c'est une erreur très grave, impardonnable d'une certaine manière pour les médecins, et c'est pour ça qu'il est très, très, très agressif. Et si on peut ajouter quelque chose à cela, pour la comparaison avec la loi révélée, c'est qu'évidemment, il n'y a pas de loi révélée en science. Il y a l'examen rationnel mené par les grands philosophes, dont Aristote, et Averroès ne remet pas en cause l'idée qu'on puisse modifier ces principes et qu'on puisse les améliorer, les compléter, voire corriger même des gens comme Aristote. Mais pour lui, si on veut le faire, on ne peut pas le faire en tant que médecin. On doit devenir philosophe et le faire est une grave erreur. Alors nous allons voir un peu plus tard comment, en effet, il regarde les médecins. Galien, c'est pas au hasard, c'est vraiment son interlocuteur qu'il critique quand même pas mal, vous nous expliquerez, pour avoir trop vite changé les principes généraux d'Aristote. Vraiment, Aristote, c'est presque la révélation pour Averroès, donc il n'aime pas beaucoup. Bon, donc on va revenir à ce problème des cliniciens qui amendent un peu l'aristotélisme et ce que ça génère en Averroès. Mais parlons du droit qui, lui, n'a pas, semble-t-il, ce problème. Enfin, cela dit, des traditions juridiques vous diraient que là aussi, c'est pas de la clinique, mais ça s'appelle des cas concrets, de la jurisprudence, ça produit de nouveaux principes généraux, etc. Et il y a aussi ce que les philosophes appellent des raisonnements par induction et non pas uniquement par déduction. Mais ça, pour le coup, Averroès est certain que les principes généraux du droit ne changent pas lorsqu'on constate des cas empiriques problématiques. Ce ne sont pas les cas empiriques qui créent les principes, jamais, ou qui font amender les principes. Les principes généraux du droit sont clairs et nets. Est-ce que c'est pour ça que c'est plus sûr, d'une certaine façon, le droit, même si des erreurs sont possibles ? Le droit, je ne dirais pas que le droit est sûr en réalité. Peut-être que vu de loin, on a l'impression que le Coran est un livre sacré contenant des principes immuables, mais la réalité historique est très différente. Et ça, tous les grands juges et les grands savants en droit comme Averroès le savent, parce que il y a très peu finalement de versets révélés dans le Coran. Il n'y a rien de systématique. Les traditions prophétiques sont floues, et tout cela s'est constitué au fil des siècles à travers les 4 grandes écoles juridiques que nous connaissons. Et donc, il y a un rapport et un décalage, je dirais, entre les principes et les cas particuliers. Bon. Et ce sont les cas particuliers qui finissent par gérer la vie de la communauté, etc. On a ce même principe que l'on trouve dans la médecine, à ceci près que là aussi, le raisonnement d'Averroès rejoint ce que disait Joël tout à l'heure sur la médecine, c'est-à-dire qu'Averroès est un homme de principe, on peut dire, et même concernant le droit. Il est arrivé à un moment où la dynastie almohade a pris le pouvoir, où elle s'est opposée à ce qu'on appelle le juridisme malikite, c'est-à-dire cette façon de procéder en imitant des cas particuliers de nos précédents sans vraiment comprendre de quoi il s'agit. Et comme il a participé à la réforme intellectuelle, théologique et juridique du nouveau pouvoir, c'est quelqu'un qui a beaucoup cherché dans sa vie, et il a réussi à le faire, à connecter les différents cas particuliers des différentes écoles juridiques avec les principes généraux qui émanent du Coran, de la tradition et du raisonnement juridique.
Alors j'entends, donc je ne sais pas comment dire, je suis presque rassurée que les cas particuliers pour un esprit aussi brillant qu'Averroès parfois changent les principes. Mais il est vrai qu'il y a des textes qui ne disent pas ça du tout. Par exemple, il y a un passage, vous connaissez ça très très bien, du discours décisif où Averroès écrit ceci: de même que le juriste infère de l'ordre de pratiquer le raisonnement juridique pour déterminer les qualifications légales, de même celui qui connaît vraiment Dieu doit inférer de l'ordre d'examiner rationnellement les étangs l'obligation de connaître le syllogisme rationnel en ses différentes espèces. On a vraiment l'impression que le philosophe comme le juriste se connectent d'abord à des grands principes qui viennent très probablement de Dieu, et par un jugement déterminant qui part du haut vers le bas, on analyse les cas particuliers. Est-ce que ce passage que je viens de lire est insuffisant pour comprendre la pensée d'Averroès? Et en réalité, c'est plus souple. Oui, d'abord, ils ne viennent pas de Dieu. Les principes philosophiques, ils viennent peut-être De la d'Aristote, révélation. de la raison. Les principes philosophiques viennent de la raison. Le droit, la théologie, les vérités révélées viennent de la révélation, mais ce sont deux ordres qui sont complètement séparés. Lorsque Averroès dit que le texte révélé s'adresse à tout le monde, il veut dire que à la masse, il leur enseigne les principes de base, mais à l'élite, il ne leur enseigne pas ce qu'ils vont trouver dans les seconds analytiques d'Aristote. Jamais de la vie. Il ne fait pas doublon avec les seconds analytiques d'Aristote. À l'élite, il leur dit allez regarder les textes philosophiques, comme il le dit dans le discours de Jésus. Vous avez l'obligation d'aller regarder les textes philosophiques pour mieux comprendre le fonctionnement de la nature et en inférer l'existence de Dieu. Tout cela, pour Averroès, est fondé sur la raison. La révélation, à l'élite, n'enseigne rien. Mais la raison donne d'emblée des principes généraux qui sont bons, même quand c'est une raison vraiment purement théorique. Et avant même les cas empiriques, on a les éléments, quand on a une raison qui fonctionne, pour les traiter, toujours, d'après Averroès. Oui, c'est-à-dire, ça dépend. Quand on parle du droit, il y a toujours une part d'incertitude que tout le monde admet. Le concept même d'incertitude est le concept le plus fondamental du droit. Quand il s'agit de métaphysique, de physique et de sciences théoriques, bien sûr, les bons principes, c'est-à-dire ceux que l'on trouve dans la logique aristotélicienne, lorsqu'on les étudie correctement, aboutissent toujours à une même vérité qui nous permet de comprendre les structures les plus élémentaires du monde. Donc si on a les bons principes, on peut certes faire des erreurs, mais c'est pardonnable, les principes sont bons, etc. Absolument. À aucun moment, dans le domaine du droit, Averroès ne se dit, tiens, s'il y a eu erreur, c'est peut-être qu'il faut amender les principes. J'essaie un peu de comprendre ce que vous êtes en train de dire. Amender les principes. Peut-être que il n'y a jamais de choses nouvelles qui arrivent. Si, par absolument. Il y les a cas particuliers. toujours des choses nouvelles. Le droit musulman n'est pas, encore une fois, c'est comme tous les droits. C'est quelque chose qui évolue au gré des générations avec des livres qui reprennent les livres des prédécesseurs, qui ajoutent de nouvelles choses, mais sous couvert de continuation, parce qu'il y a quand même un effet de continuité qui doit toujours être présent, comme dans toutes les lois, et avec des nouveautés qui s'installent comment on va dire, de génération en génération. D'ailleurs, vous l'avez dit tout à l'heure, il y a des fatwas complètement contradictoires. Absolument. Mais alors, j'ai envie de vous demander, mais comment pense-t-il ce problème, Averroès, puisque normalement, il y a des principes généraux, point, d'où on déduit plein de choses. Oui. Qu'est-ce qu'on fait de ce conflit des interprétations? Oui, ce conflit des interprétations, c'est justement le cœur du texte que nous avons lu au début. C'est un problème qui remonte à avant Averroès. La question est de savoir si deux personnes éclairées jugent et arrivent à deux positions contradictoires, qu'est-ce qu'on fait? Oui. Est-ce qu'elles ont toutes les deux tort? Est-ce qu'elles ont toutes les deux raison? Etc. C'est une des plus grandes questions à laquelle se sont confrontés tous les théoriciens du droit depuis les débuts de l'islam. Et la réponse nous est donnée dans le texte que nous avons lu. Averroès nous dit qu'un juge produise un effort de jugement personnel et tombe juste, il sera doublement récompensé. Qu'il se trompe, il aura une récompense simple. C'est-à-dire que on peut se tromper et on peut viser juste, mais même lorsqu'on se trompe, parce qu'on a fait cet effort juridique interprétatif, on sera récompensé. Nous allons voir qu'en médecine, c'est un tout petit peu différent au sens où Averroès peut-être a posé d'emblée les grands principes généraux qui sont aristotéliciens, qui ne sont pas contradictoires avec la révélation, assure-t-il. Et donc, quiconque en bougerait, qui est une tentation de la médecine, se verrait peut-être jugé, si je veux dire, par Averroès plus sévèrement.
En tout cas, le Colligette ou le Colliget, ce texte que Averroès a écrit entre 1162 et 1169, s'annonce exactement comme une déclaration de principes généraux de la médecine. Écoutez. L'objet de mon discours est de proposer, pour l'art de la médecine, une somme suffisante par sa concision et sa brièveté, qui soit une introduction pour qui désire étudier les parties de l'art, et aussi un aide-mémoire pour qui réfléchit à l'art. Mon but dans ce livre n'est que de donner les règles qui forment les principes de l'art de la médecine pour tous ceux qui veulent utiliser dans cette science un chemin plus noble, et également pour ceux qui veulent ensuite le compléter par les choses particulières de cet art, avec ordre et méthode. Et sache que comparer ce livre à la totalité de cette science est comme comparer les bases du métier de l'artisan au métier de l'artisan lui-même. Les peintres dessinent d'abord le contour des figures qu'ils désirent peindre, et ensuite les remplissent de choses particulières avec diverses couleurs, jusqu'à ce que la figure soit convenablement remplie. C'est là ce que nous voulons faire avec notre livre. Et si Dieu nous concède une longue vie et nous protège des accidents du temps, nous ferons un autre livre en pratique correspondant à cet ordre excellent, selon ce qui est fait dans ce livre du Colliget, et qui remplira tout le contenant de cette science. Pauline Cochet, dans ce texte, Averroès semble dire que voici les principes généraux de la médecine, et c'est terminé. La médecine, c'est fini avec Averroès. Il n'y aura plus jamais d'autres principes que ceux-là. J'exagère ? Non, en fait, disons que dans ce texte qu'on voit se dessiner, c'est quand même un effort pour délimiter le champ de l'art médical et ainsi vraiment rendre la médecine subordonnée à la philosophie naturelle, de manière claire. Et en fait, en faisant cela, Averroès adopte une position en réalité défensive contre une position qui avait primé au début de la philosophie arabe, avec justement les traductions arabes de Galien, qui avaient énormément influencé le champ médical, mais aussi le champ philosophique, et dans lesquels on voyait se dessiner une épistémologie qui, elle, défendait l'idée que la médecine en tant que médecine et le médecin en tant que médecin pouvaient, grâce à l'alliance de la raison et de l'expérience, contribuer à la philosophie naturelle. Et changer les principes, etc. Enfin, éventuellement amender un petit peu les principes, c'est-à-dire Aristote. Oui, voilà. Et grâce aux expériences, donc Averroès se trouve en fait héritier de deux traditions, la tradition aristotélicienne, mais quand même aussi la tradition galénique, parce que Galien demeure à l'époque d'Averroès la référence en médecine. Alors justement, qu'est-ce qu'il a fait de mal, Galien, franchement ? Excusez-moi, mais il a dit qu'il y avait des organes qui n'existaient pas du temps d'Aristote, que Aristote n'avait pas vu. Exemple, les ovaires. Bah oui, ça compte. Deuxièmement, il a dit le cerveau, il a l'air de tout piloter. Donc, par exemple, l'œil, la main, bon, tout ça, c'est des organes, mais les organes ne fonctionnent pas par eux-mêmes, dans une espèce accomplissant une finalité qu'ils auraient inscrite en eux. Il y a quelque chose qui s'appelle le cerveau. Et ça le dérange aussi, Averroès. Mais franchement, c'est comme ça que ça avance, la médecine, non ? Oui, tout à fait. Le grand tort de Galien pour Averroès, c'est d'avoir eu l'importance qu'il a eue. C'est-à-dire que Galien, au début de la philosophie arabe, c'est l'autorité. C'est une autorité vraiment structurante, au-delà de la médecine. Or, Averroès participe d'un mouvement qui a commencé bien avant lui, qui entend quand même que la philosophie soit vraiment structurée autour de la philosophie aristotélicienne. Mais il ne nie pas du tout les avancées
médicales produites par Galien, et notamment la question justement que vous citiez du cerveau et la découverte des nerfs que ne connaissait pas Aristote. Donc Aristote ne pouvait pas prendre en considération l'anatomie comme Galien a pu le faire. Et donc Averroès se retrouve un peu confronté à la nécessité quand même de concilier ces deux traditions. De concilier Galien et Aristote tout en envoyant des petites piques à Galien alors que il fait avancer l'observation anatomique. Oui, c'est des piques qui sont quand même très... c'est des piques qui sont très explicites, mais Galien continue de beaucoup irriguer la philosophie d'Averroès. Joël Chandelier, vous connaissez bien les évolutions de la médecine en langue arabe et sur des terres islamisées. Bon, il y a évidemment aussi la figure d'Avicenne qui est très importante. Avicenne né en 980, mort en 1037, donc quand même plusieurs décennies avant la vie d'Averroès. Est-ce qu'il y a une liberté par rapport à Aristote aussi dans le monde arabe, si vous voulez? Galien a pris certaines libertés au nom de la clinique. Est-ce la même chose dans le monde intellectuel de langue arabe avant Averroès, qui d'une certaine façon montre une obsession à revenir à Aristote et Aristote? Oui, il y a une grande liberté. En réalité, Averroès est vraiment, disons, le plus grand défenseur d'Aristote. Il n'est pas du tout seul, mais évidemment, il y a des philosophes, des penseurs, qui n'hésitent pas du tout en conservant une importance grande, évidemment, à Aristote, à le critiquer, à considérer qu'il s'est trompé, et qu'on peut tout à fait le remettre en cause. Et d'ailleurs, Averroès lui-même reconnaît dans un passage à propos du rôle du diaphragme, en l'occurrence, il dit, bah oui, Aristote ne savait pas ces éléments anatomiques, donc ce qu'il a dit n'est pas juste, mais il dit un peu comme on a lu dans le traité décisif, il dit on ne doit pas le blâmer pour ça. En fait, il n'est pas coupable d'une erreur. Il n'avait juste pas tous les éléments pour faire le bon raisonnement. Évidemment, s'il les avait eus, il l'aurait fait. Donc, même Averroès n'est pas, disons, un fanatique d'Aristote complètement aveugle. Simplement, il considère que c'est celui qui a posé la bonne méthode et que on ne peut pas le remettre en cause en n'utilisant pas une bonne méthode. Et évidemment, Avicenne, lui, est beaucoup plus libre par rapport à Aristote, notamment dans ses traités médicaux, mais pas seulement. Il a une interprétation beaucoup plus libre, mais lui aussi, évidemment, prend en compte celui qui est considéré comme le plus grand des philosophes à cette époque. Et ce qu'il faut voir aussi, si je peux me permettre une petite remarque, sur Galien. Alors évidemment, il le critique à tout va dès qu'il s'agit de défendre Aristote sur les principes, mais en même temps, il dit c'est le plus grand médecin qui ait jamais existé. Il dit il aurait préféré se faire soigner par Galien que par Aristote. Exactement, oui. Voilà, Je exactement. crois que j'avais compris ça aussi. Pourquoi il dit ça? Il dit c'est cette image, disons, du peintre, avec... il dit, en gros, quant au coloris, on ne doit surtout pas dépasser les bords. Les bords ont été fixés, il ne faut pas déborder. C'est ce qu'on apprend quand on est petit à l'école. En revanche, à l'intérieur, on fait ce qu'on veut. Et à l'intérieur de cette figure qui a été dessinée par le philosophe de la nature, eh bien, le médecin peut exercer toute sa pensée, tout son raisonnement, mais qui est un raisonnement, du coup, basé sur l'expérience et qui n'est pas du même type que celui de la philosophie. Et dans ce cadre-là, tant qu'il y restait, Galien était le meilleur. Et donc, on doit le respecter pour ça. Simplement, des fois, il a débordé. Son pinceau est venu un petit peu écraser la ligne. Et là, c'est là que ça va pas. Alors, continuons un peu sur ces points, sur les médecins avant Averroès ou les médecins de son temps. Avicenne, je comprends dans la série que nous faisons là sur Averroès à quel point Avicenne est une figure qui rayonne dans le monde de culture arabe, bien plus qu'Averroès aujourd'hui notamment. Est-ce que Avicenne... quel est finalement pour Averroès le point qu'il salue le plus? Est-ce que c'est sa pharmacologie, sa connaissance des plantes? Est-ce que c'est son rapport à l'anatomie? Est-ce que c'est la relation médecin-patient? Qu'est-ce que c'est exactement qui pourrait le rendre tout de même admiratif d'Avicenne, lui aussi? Alors,
Disons que sa position est assez ambivalente par rapport à Avicenne, disons pour ce qui est de la médecine. Lui, Avicenne, justement, n'a pas du tout la même position sur les capacités de la médecine, disons, à avoir une réflexion théorique. Avicenne pense qu'il y a une partie théorique de la médecine et qu'on peut arriver à des vérités, disons, définitives pour la médecine, au moins pour une partie. Ce que ne pense pas Averroès. Donc déjà, là-dessus, ils ne sont pas du tout d'accord. Et sur plein de points, disons, ils n'hésitent pas à le critiquer. Il y a un rapport vraiment parfois de... Voilà, de rivalité, vous avez envie de dire ça? Exactement, absolument. J'ai Non, senti que c'est vous tout à vouliez fait le dire. ça. C'est le terme. Mais d'un autre côté, il est parfois plus positif. Et il se trouve qu'il a commenté un des deux grands traités de médecine d'Avicenne. Avicenne a écrit le Canon de la médecine, qui est vraiment le plus connu et qui est le plus philosophique d'une certaine manière. Mais il a aussi écrit un poème de la médecine, qui est, disons, une version réduite, qui ne dit pas tout à fait les mêmes choses, qui est plutôt pour les débutants. C'est un poème, donc c'est fait pour être appris par cœur et être retenu pour les, disons, les débutants. Et là, étrangement, Averroès dit, mais c'est le meilleur livre de médecine que l'on ait en langue arabe. Il est extraordinaire. Et pourquoi il dit ça? C'est parce que autant dans le canon, Avicenne, qu'il a écrit sur une très très longue période, essaye de faire correspondre sa philosophie, qui n'est pas tout à fait aristotélicienne, à la médecine, et donc ça crée des contradictions. Autant dans ce traité médical, comme c'est à destination des jeunes médecins, on est moins orienté vers les principes philosophiques, on est plutôt sur la pratique plus concrète. Bon, évidemment, les grands principes sont rappelés, mais on rentre plus dans les choses empiriques. Et donc là, ça plaît beaucoup à Averroès, parce que là, le médecin, Avicenne, se contente pratiquement d'être médecin. Et donc ça, c'est très bien. Ziad Bouakel, est-ce que dans le domaine du droit, il y a des grands juristes dans le monde arabe, de langue arabe, qu'admirait Averroès, des juristes ayant vécu avant lui, un peu équivalent à Avicenne en médecine, avec ce rapport d'admiration et peut-être aussi un peu de rivalité? Ou bien Averroès, avec son Aristote sous le bras, avance-t-il presque sur un terrain vierge? Il n'a pas de concurrent. Pas du tout, pas du tout. C'est exactement comme en médecine. Le droit est, comme vous pouvez l'imaginer, une discipline centrale, enfin, ayant donné lieu à plusieurs disciplines centrales et des traditions très très importantes depuis le début de la civilisation islamique. Et paradoxalement, la grande figure de théorie juridique qui serait l'équivalent d'Avicenne pour Averroès, c'est son ennemi juré, Al-Ghazali. Ah, Parce que Al-Ghazali... décidément, il a des rapports rivaux Absolument. aux grands juristes et aux grands médecins. Hein. Absolument. La réception d'Al-Ghazali en Andalousie correspond avec l'avènement de la dynastie almohade dont Averroès était proche. Lui-même a un rapport très ambivalent avec Al-Ghazali parce que, comme on l'a vu, il le critique dans le discours décisif en disant tout le mal qu'il pense de ses idées, en disant qu'on a le droit à l'erreur, que tous les philosophes ont le droit à l'erreur. Et en même temps, il ne le range jamais vraiment dans la catégorie des gens de la masse, ni dans la catégorie des gens de la dialectique. Il est un peu embêté parce qu'il sait que Ghazali est une grande figure. Et la preuve, c'est qu'au début de sa carrière, à l'époque où il a rédigé une série d'épitomées consacrées à l'Almageste de Ptolémée, au De Anima d'Aristote, etc., ou à la grammaire, il a pris un des plus grands traités de théorie juridique de l'histoire islamique, on appelle Al-Mustasfa d'Al-Ghazali, et il en a fait un abrégé. Un abrégé fidèle, où il le critique de temps à autre, mais de tous les livres de théorie juridique de cette époque-là, il a choisi celui d'Al-Ghazali comme étant le meilleur et le plus représentatif de cette discipline théorique du droit. C'est troublant parce qu'en même temps, il voulait vraiment raisonner philosophiquement avec une liberté qui n'était pas du tout du goût de Al-Ghazali. On est d'accord, ce que vous m'avez expliqué au début. Il y a quand même chez Averroès une ouverture sur les legs philosophiques que Al-Ghazali refusait complètement. Oui, il faut un peu nuancer ça. Al-Ghazali ne refusait pas complètement la philosophie. Lui-même est une figure extrêmement ambiguë. Ghazali fait partie de la première génération, ce qu'on appelle les post-avicéniens. Il vient juste après Avicenne. Pendant toute sa jeunesse, il a beaucoup lu les œuvres d'Avicenne. À un certain moment, il a commencé à critiquer certaines thèses d'Avicenne, notamment l'éternité du monde, etc. Mais au fond de lui, il est toujours resté très avicénien. C'est-à-dire que c'est une figure extrêmement complexe. Ce n'est pas quelqu'un qui est contre la raison. Il est pour la logique, pour les mathématiques. Il aime Avicenne et en même temps, il est gêné par ces thèses que j'ai énumérées et qui lui semblent contredire la révélation. Et donc, on peut voir la même chose entre
le même type de relation entre Averroès et Al-Ghazali. Ce n'est jamais un rejet total, c'est toujours une sorte d'ambiguïté, de rivalité et de blâme. C'est très intéressant. Et surtout, toutes les idées trop simples sont déjouées toujours dans ce monde philosophique que peut-être nous connaissons insuffisamment. En tout cas, je voudrais vous entendre là aussi, vous, Pauline Coetcher, sur la médecine, mais je me propose, juste avant, de vous faire entendre aux auditeurs, à nous, un texte d'Averroès sur la médecine, encore un, dans le Colligette, texte où il dit de drôles de choses, à mon avis, sur les patients. Ça m'intéresse beaucoup, ça me perturbe aussi un peu, j'avoue. Écoutez cet extrait. Il est vrai que cet art de la médecine échoue parfois sur les individus en raison des prédispositions matérielles qui se trouvent en eux. Car il n'est pas impossible que deux hommes qui ont exactement le même tempérament équilibré et usent du même régime finissent l'un par parvenir à une bonne fin et l'autre, pourtant avec le même régime, par voir naître des mauvaises humeurs qui l'amènent à mourir. Et la cause de ceci est que dans son tempérament, il y a une mauvaise prédisposition fixe qui fait que cette maladie se déclare en lui, bien que nous ignorions cette prédisposition. Et la cause de cette ignorance est que dans les natures, il y a de multiples prédispositions fixes que nous ne pouvons connaître par des signes, et ceci survient du fait de l'infinité des prédispositions, comme cela est affirmé dans la philosophie naturelle. Car on y explique que chaque matière a des accidents propres et fixes en elle, indépendamment des accidents qui découlent de la forme. Ces accidents qui sont dans la matière sont la cause de la multitude de variétés que l'on trouve dans les natures des individus, de même que les accidents propres à la forme sont la cause de la multitude des variétés que l'on note dans les mœurs des hommes individuels. France Culture, avec philosophie. Géraldine Mühlmann. 4e épisode ce matin de notre série sur Averroès. Nous parlons de l'Averroès, philosophe bien sûr, mais aussi juriste et médecin. Et là, nous venons d'entendre un texte de lui. Je vais peut-être encore un peu exagérer, mais il y a quelque chose là que j'entends, et si j'ai tort, dites-le moi. Comme on ne peut pas trop changer les principes généraux de la médecine pour Averroès, quand on a un traitement, alors lui il parle d'un régime qui marche sur un tel ou tel patient, mais qui ne marche pas sur un autre, bien sûr il y a de la variété dans la nature. Mais au bout d'un moment, si le régime ne marche pas, c'est qu'il y a une mauvaise disposition dans le patient qui va vers la maladie. Et ça ressemble terriblement à des raisonnements que les médecins essayent d'éviter pour eux-mêmes, qui est si mon traitement ne marche pas, c'est qu'il y a un problème avec le patient, quoi. Alors qu'en fait, il y a peut-être un problème avec le traitement. Je trouve qu'il résout bien vite ce problème et sur le mode le plus dérangeant. Oui, alors je pense que dans ce texte, il se situe sur du point de vue de l'épistémologie, et ce qu'il veut dire, c'est que on ne peut pas avoir de science des particuliers. C'est pas possible. Nous n'avons de science que du général. Donc à partir de là, évidemment, il y a toujours une possibilité que tel individu et voilà une particularité chez lui qui bloque l'efficacité d'un traitement, sachant que ce traitement appartient quand même à la science médicale en tant que pratique, donc ne va pas découler directement des principes généraux a priori. Et alors, donc, cette histoire de tempérament est intéressante parce que ça veut dire qu'en fait, chaque individu est défini par un mélange d'humeurs. Donc, par exemple, Ziad, par exemple, pourrait avoir un tempérament où prédomine le flegme, il est très calme. Donc, il va avoir ce mélange-là. Joël, par exemple, je l'ai pas vu depuis longtemps. Joël va avoir un mélange d'humeur où prédomine plutôt la bile jaune. Il va être plus impétueux, on va dire. Et donc, ces deux individus ne vont pas présenter, les symptômes qu'ils présentent ne doivent pas être interprétés de la même manière. C'est-à-dire que
Sisiade est calme et ne parle pas trop, ou ça fait partie de son tempérament. Donc, il ne va pas falloir l'interpréter comme un signe de maladie, alors que ce ne sera pas la même chose pour un autre patient. Donc, ça, c'est quelque chose qu'Averroès ne nie pas du tout sur le plan de la pratique médicale. C'est même assez fin, ça. C'est Voilà, un sens tout à fait. clinique très intéressant. Et Mais- c'est ça qui fait la limite de la médecine comme science, c'est-à-dire ce qui fait la finesse de la médecine comme clinique est ce qui fait sa limite comme science. Donc les deux marchent ensemble. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez, l'impétueux Joël Chandelier, au sens où, quand même, c'est sûr qu'il y a des dispositions chez les patients, il y a des particularités. Mais dans un texte comme celui qu'on a entendu, on a un peu l'impression que, voilà, Averroès nous dit, bah, il y a des limites, puis il y a des patients, bah tant pis, ça marche pas. C'est à la limite de dire, c'est la faute au patient, quoi, si ça marche pas. Et on n'a pas l'impression que ça renouvelle la curiosité épistémologique, comme vous disiez, Pauline Koetcher, en disant, mais peut-être que là, il y a d'autres principes à faire valoir, d'autres traitements à mettre en place, complexifier même l'idée qu'on avait de la maladie avant. On a l'impression, une nouvelle fois, qu'il n'y a pas d'induction, on ne part pas du cas particulier vers le principe général, on note juste que les principes généraux, de temps en temps, ne marchent pas sur certains cas particuliers. Vous voyez, je trouve qu'il y a une espèce de rigidité là. Oui, bon, je ne vais pas m'énerver contre Averroès. Je vais essayer de le comprendre. En fait, ce qu'il explique, comme l'a bien dit Pauline, c'est que la médecine fait partie d'un type d'art. Il y a différents types d'art en réalité. Ils ne sont pas tous identiques. Art, c'est-à-dire technique. Il y a des arts qu'on peut qualifier de certains. Par exemple, prenons l'exemple d'un menuisier qui fabrique une table. Si c'est un bon menuisier, qu'il applique correctement ce qu'il a appris, la table ne s'écroulera pas, fonctionnera, il ne peut pas se tromper. Et puis il y a des arts qu'on appelle stochastiques, où il y a une part de hasard, d'incertitude, d'ignorance, c'est le terme qu'il utilise, où il n'est pas possible de tout connaître, on ne peut pas connaître tous les éléments, et donc, quoi qu'on fasse, on peut se tromper. Et c'est le cas de la médecine, c'est le cas de la navigation, donc, etc. etc. Le tir à l'arc aussi est souvent un bon exemple qui est donné, parce qu'il y a des choses, par exemple, là, il cite les tempéraments, la matière, mais il y a aussi, par exemple, les éléments extérieurs, dans le tir à l'arc, le vent, une rafale, etc. On ne peut pas prévoir tout ça. Donc, effectivement, il y a quand même un fond, disons, de logique à ce que dit Averroès, comme l'a dit Pauline. Après, je pense que vous avez quand même un peu raison, au sens où, et ça c'est une critique régulière qui est faite contre les médecins, c'est de dire, ils se cachent derrière ça pour masquer leurs erreurs. C'est-à-dire que des fois, il est certain qu'ils ne pouvaient pas savoir, il y a des choses qu'ils ne maîtrisent pas, et voilà. Mais comment savoir qu'ils ne pouvaient pas savoir, ça c'est un autre problème. Et les médecins sont souvent accusés d'utiliser cet argument de manière un peu excessive et du coup de dire, j'ai fait tout ce qu'il fallait, donc je ne peux pas être accusé de négligence, de mauvaise pratique, etc. Il y avait une prédisposition inconnue qu'on ne pouvait pas prévoir, qui a fait que ça a raté. Et effectivement, ça pousse à des limites dans autant une grande liberté dans l'empirisme, dans, disons, la capacité à avoir une expérience pratique, autant ça limite la possibilité à développer ce que Avicenne, lui, considère comme possible, c'est-à-dire une théorie de la pratique, c'est-à-dire une abstraction de la pratique. Avicenne vraiment fait une catégorie en disant que ça, c'est une science, pour Avicenne, c'est quelque chose qui peut être certain, on peut faire une théorie de la pratique. Pour Averroès, c'est beaucoup moins évident. Pour lui, théorie et pratique sont deux choses complètement séparées, et du coup, effectivement, à la fois ça valorise l'expérience pratique, il donne des exemples d'excellents médecins comme Galien, mais aussi d'autres de son temps, Ibn Zour par exemple, qui sont contemporains, il dit c'est un extraordinaire médecin, il est génial, etc. Mais il y a une limite à ce qu'il pourra développer comme réflexion. Puis c'est terrible parce que si on change trop la théorie parce qu'on fait la théorie de la pratique, il est inquiet là, Averroès, parce que ça peut en effet conduire à remettre en question certains principes aristotéliciens éventuellement. Donc, vous confirmez qu'il y a une inquiétude et que du coup, la pratique ne stimule pas la théorie. Elle dit juste qu'il y a des limites à la théorie, mais il n'y a pas de va-et-vient entre théorie et pratique, Joël Chandelier, en médecine, selon Averroès. Alors, ce serait exagéré d'aller jusque-là, mais quand même, il y a vraiment une rupture, une différence. Et il dit précisément, il dit c'est pas que la médecine qui est comme ça, il y a plein d'autres domaines. Il donne l'exemple de la politique, par exemple. Il dit la politique, c'est exactement pareil. Il le dit à plusieurs reprises.
Et on sait très bien, enfin, je pense que là, tout le monde sait qu'en politique, c'est pas parce que on a lu des livres de théorie politique qu'on devient un grand politicien ou un grand chef d'État. Il y en a qui n'ont jamais rien lu et qui ont une grande expérience. Donc voilà, il dit que vraiment, il y a une rupture entre les deux. Après, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas connaître la théorie. Mais parce qu'elle est utile justement pour éviter des erreurs dans la pratique, hein, pour contrôler ce qu'on fait et pour ne pas aller dans des mauvaises directions. Mais le va-et-vient est plutôt, disons, cette image que je trouve très bonne du cadre, hein, c'est un ordre, une structure qui vient aider la pratique. Alors on a parlé du droit. Là, forcément, je suis obligée de vous demander, pour conclure, parce que malheureusement, on n'avait pas plus beaucoup de temps, Ziad Bouakel, si dans le droit, la confiance dans la théorie qu'a Averroès offre plus de garanties qu'en médecine. Et finalement, il est conforté dans cette discipline, dans l'idée que d'abord la théorie, la pratique casuistique, la jurisprudence, bon, on peut se permettre, enfin c'est ce qu'il croit lui, hein, de mettre cela un peu plus à distance. Ou bien au contraire, vous diriez, non, vraiment, théorie pratique, ça marche bien. Ça marche bien dans sa pratique du droit. Je dirais, malheureusement, on n'a pas d'archives concernant sa pratique en tant que juge. Ça aurait été très intéressant de pouvoir comparer tout cela à ce qu'il écrit dans ses traités qui sont théoriques. Mais je dirais que d'abord, indépendamment d'Averroès, il y a évidemment en droit islamique un va-et-vient entre la théorie et la pratique, puisqu'on a des principes qui sont eux-mêmes posés par des penseurs et qui évoluent au gré des siècles, et puis des cas pratiques qui y vont. Mais je dirais que oui, le droit est une discipline stochastique, comme l'a rappelé Joël Chandelier, au même titre que la navigation et que la médecine, mais que Averroès est un peu embêté par cette divergence de la pratique. Il la connaît très bien, parce que c'est quelque chose de très bien établi. Il a même écrit un livre où il explique toutes les divergences, de manière brillante d'ailleurs, entre toutes les écoles juridiques concernant beaucoup de points, en essayant à chaque fois de les ramener à des principes qui sont différents. Mais je pense qu'au fond de lui, oui, cette divergence constitutive du droit islamique l'embête un peu.